Bonjour Bertrand Bonte. Bonjour. Vous êtes directeur développement et métier de l'Institut Mines Télécom. Nous allons faire un petit peu de prospective en votre compagnie puisque l'Institut Mines Télécom a publié fin 2014 un rapport, une étude intitulée Portrait de l'ingénieur 2030. Alors première question, à quelles grandes tendances seront confrontées nos élites technologiques d'ici 2030 ? Alors ce rapport met en évidence trois tendances que je qualifierais de profondes pour l'ingénieur dans les futures années. Et derrière ces tendances, il y a trois vocables que j'ai appelés mutation technologique, horizontalisation et hybridation. Alors, mutation technologique pour commencer. Alors, je vais vous le Qu'est-ce que vous décliner entendez par là en trois exemples. La mondialisation. On connaît depuis très longtemps la mondialisation synonyme de délocalisation. Je vais fabriquer là où c'est pas cher. La mondialisation dite phase 2, celle que l'on va voir, c'est la mondialisation des talents. Les talents se trouvent partout sur la planète et j'irai chercher les talents, non pas sortis de l'école à côté, mais là où ils se trouvent. Donc, il y a un corps mondial des ingénieurs. Il y a un corps mondial des talents. Ils ne sont pas systématiquement ingénieurs. Je préfère le mot talent qui est plus large. D'accord. Il y a, horizontalité ensuite. dans les mutations technologiques, il y a la mondialisation, il y a aussi la numérisation, qui est un autre point important. On est en train de tout quantifier. Alors vous allez me dire, ce n'est pas nouveau, les technologies web, c'est bien la quantification, mais dans certains secteurs d'activité, on a juste entrouvert la porte. Si je vous donne l'exemple de la santé, on n'en est qu'au balbutiement, parce que derrière, il y a plein de choses à résoudre. Et puis, le troisième point, c'est l'aspect énergie. Il y aura aussi des mutations liées à l'énergie. Donc, les énergies fossiles, on sait que les ressources sont finies. Il faudra bien, à un moment donné, des choses qui soient des ruptures par rapport à notre politique énergétique. Alors voilà pour les mutations technologiques. Maintenant, on va passer à l'horizontalité. L'horizontalisation. L'horizontalisation, Voilà. Donc, la structure traditionnelle de l'entreprise, c'est le chef et puis le sous-chef, etc. C'est une structure plutôt verticale, top-down, voilà. Aujourd'hui, l'autorité n'a plus la même valeur. L'autorité, l'influence, c'est celui qui a le savoir. Et celui qui a le savoir, ce n'est pas forcément celui qui est au-dessus dans la chaîne hiérarchique. L'horizontalisation, c'est l'autre à côté peut m'apporter autant que celui qui est censé être au-dessus. Donc, c'est un changement de paradigme par rapport au savoir et par rapport à qui détient la vérité. Alors, on va reparler de tout cela, mais avant, est-ce que vous pouvez nous détailler la troisième tendance qui est l'hybridation ? L'hybridation, là, il y a un petit peu un écho à la mondialisation sur certains points, c'est je dois prendre en compte le fait que l'autre a une autre culture, l'autre a d'autres compétences, et si j'hybride les deux, alors, ou en termes d'interculturel, ou en termes de compétences doubles, ça ira mieux, je vais pouvoir réinventer le monde. Alors, dans ce contexte que vous nous décrivez, quelles sont les nouvelles compétences qui seront attendues des ingénieurs ? Alors, vous parlez de nouvelles compétences, j'ai commencé par ce qui ne va pas changer. Aujourd'hui, l'ingénieur, il est reconnu comme étant quelqu'un qui a une bonne formation scientifique, qui lui permet de raisonner, et ça, ce sera un invariant de la formation d'ingénieur. Il sera en plus un expert dans son domaine d'études, s'il a fait une école de chimie, s'il a fait une école du numérique, il aura une compétence, une expertise reconnue dans ce domaine. Et ça ne change pas. Ça, il faut bien considérer que ça ne change pas. Maintenant, quatre tendances profondes sur des compétences, alors plus transversales, donc qui peuvent s'appliquer à tout domaine de l'industrie ou du monde économique. La première de ces compétences, c'est l'ingéniosité. L'ingéniosité, alors je vais le traduire de manière, c'est rendre possible l'impossible. Qu'est-ce que je fais pour répondre, non pas à un cahier des charges, mais à la demande du client. On change. Avant, je répondais à un cahier des charges. Maintenant, je vais vers le client. Le savoir, ce n'est plus le problème. Le savoir, il est en accès libre. Regardez tout ce qui se fait autour des MOOCs. C'est très facile de se former sur tout, et j'ai envie de dire presque n'importe quoi. Il faut donc dépasser ces savoirs pour aller vers le talent créatif. Et donc cela demande une certaine agilité d'esprit. Eh bien, vous avez tout à fait raison, puisque l'agilité, c'est une de ces deuxièmes compétences transversales. C'est je dois être tourné
vers l'extérieur en permanence, comprendre que seul, je ne peux rien faire et que c'est l'autre qui détient une partie de la solution. Vous avez également, parmi ces compétences, évoqué dans votre rapport l'influence et la responsabilité. Oui. Alors, l'influence, c'est la capacité à entraîner l'autre. C'est la capacité à inspirer confiance et à créer ce que j'appellerais des dynamiques positives. Donc, faire venir à soi les talents, un petit peu ce que l'on trouve, on va dire, dans l'open source. Tout est disponible, il suffit de faire venir à soi. Je donne un petit peu et je récupère beaucoup. Mais en fait, on se demande avec tout cela, tout ce que vous nous décrivez, agilité, influence, responsabilité, qu'on a un petit peu moins évoqué tout de suite, finalement, l'ingénieur, il devient un manager. Est-ce que c'est lui qui va prendre le pas dans l'entreprise au détriment du manager, puisqu'il aura en plus cette expertise technique? Alors, j'ai envie de dire qu'à l'aune de cette étude, je pourrais répondre oui, en mettant la précaution d'un conditionnel. Oui, parce que l'ingénieur en 2030, peut-être qu'il sera à la fois ingénieur, businessman et manager. Oui, vous avez dit qu'il devait être notamment tourné vers le client. Alors justement, cette exigence de transversalité, est-ce que aussi elle ne demande pas ce que l'on revoit, ce qui est enseigné en école d'ingénieur? Est-ce qu'aujourd'hui, la formation est trop théorique, d'après vous? Alors, première partie de la réponse, ce qui est enseigné aujourd'hui convient bien au monde économique, puisque les statistiques alors nationales, et pas seulement les écoles de l'Institut Mines-Télécom, les statistiques nationales de premier emploi des ingénieurs sont plutôt excellentes quand on voit les chiffres on s'en du sert chômage. toujours bien sur le marché du travail après un diplôme d'ingénieur. La réponse est quand même à peu près convenable. Maintenant, il ne faut pas attendre un grand soir une révolution des formations. Les formations dans les écoles d'ingénieurs, elles évoluent en permanence. Les directeurs des formations réfléchissent en permanence. Ce document se veut comme étant un apport supplémentaire à la réflexion. Bertrand Bonte, est-ce que vous avez le sentiment que l'essor de l'ingénieur entrepreneur est compatible avec le système de sélection en France? On parle souvent de cette fameuse voie royale, bac S, puis prépa, puis école d'ingénieur, et puis on peut voir un formatage derrière tout cela. Alors est-ce que c'est compatible avec ce qui est attendu de l'ingénieur en 2030? Alors, déjà, le terme formatage m'embête un petit peu puisqu'il a une connotation négative. Alors, même si effectivement, ce que vous appelez la voie royale, bac S, prépa, et puis concours, grande école, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et c'est un modèle qui est très attractif à l'étranger. L'ingénieur à la française, il est reconnu partout. Maintenant, il faut aussi savoir que moins d'un ingénieur sur deux diplômé en France est passé par cette voie que vous dites royale. Donc le mélange des cultures avec des parcours différents de la classe prépa existe bien au sein des écoles d'ingénieurs. Donc les ingénieurs n'ont pas tous le même format. Et toutes les écoles ont intégré dans leur programme des formations autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Regardez le nombre d'écoles qui ont un incubateur. L'innovation rentre bien au cœur des formations. Si l'on fait un petit comparatif international, comment se situe la France par rapport aux autres pays dans la prise de conscience de ces enjeux? Est-ce qu'on a des leçons à tirer de ce qui se passe à l'étranger? On a toujours des leçons à tirer de ce qui se fait ailleurs. Mais les écoles ou les institutions de l'international tirent aussi des leçons de ce qui se fait en France. Je ne crois pas qu'il faille uniformiser tous les systèmes partout. Et là, peut-être que la bonne solution, c'est que nos étudiants, ils aillent se former un semestre à l'étranger pour prendre ce qu'il y a de bon dans la formation à l'étranger et en France. Exactement de la même manière qu'on accueille en France des étudiants étrangers pour qu'ils viennent prendre ce qu'il y a de bon dans la formation. C'est donc logique. Attention, halte à l'uniformisation. Le corps des talents se mondialise, comme vous nous l'avez dit. Le corps des talents en début se mondialise. d'interview. Bertrand Bonte, merci beaucoup. Je rappelle que l'étude Portrait de l'ingénieur 2030 est disponible librement sur le site de l'Institut Mines-Télécom. Merci d'être venu donner les grandes tendances.